C'est une zone isolée au nord du Congo. Notre guide assure que nous avons des chances d'y rencontrer des coupeurs d'arbres clandestins. Au bout de 2 heures de marche, un bruit caractéristique. Toute une parcelle de forêt a été abattue le matin même. 2 hommes débitent les troncs en morceaux. C'est un mort. Oui. C'est un gros arbre? Oui. Il était où? Il est Ici. C'est celui-ci là? Oui. Il ne semble pas gêné par la caméra. Je poursuis l'interview. Il était très haut? Il est quoi? ça. Ça. Comme quoi? Comme celui juste là? Aussi haut que celui-ci là? Et vous coupez tout cet arbre pour faire quoi? C'est pour avoir un peu de revenus, pour la ration ou payer du savon. Et là, ça va rapporter combien pour vous, cet arbre? Cet arbre va produire un demi-sac de braise. Il va nous apporter environ 5000 francs congolais, ça fait 2 $. 2 $ pièce. C'est à ce tarif dérisoire que la forêt tropicale disparaît peu à peu, arbre après arbre. Si rien n'est fait dans quelques années, les dégâts pour la planète seront irréversibles. La forêt tropicale, le plus vaste réservoir de biodiversité de la planète. De l'Amazonie au bassin du Congo en Afrique, un trésor menacé. 10 millions d'hectares disparaissent chaque année. C'est quoi là ce qu'on entend? Là, ce sont des gens qui sont en train de couper les arbres de ce qu'il reste de cette petite forêt. Là, si vous passez ici dans une semaine, c'est toute cette zone que vous ne trouverez plus. Au cœur de ce désastre écologique, l'un des plus grands pays d'Afrique, la République démocratique du Congo. Chaque jour, des centaines d'arbres sont abattus pour fournir ce qui est l'unique source d'énergie accessible à plus de 90% des Congolais, le makala, le charbon de bois. Des coupes massives et illégales qui génèrent un marché noir colossal et nourrissent le trafic d'armes et la violence. Le trafic dans son ensemble est estimé à plus de 40 millions de $ par an en chiffre d'affaires. Donc c'est également un problème de sécurité nationale, un problème sécuritaire. J'ai rencontré des populations qui voient disparaître leur habitat ancestral. Jambo sana. Comment vous allez faire quand il n'y aura plus l'arbre? Que faire? Nous allons simplement disparaître. Mais j'ai aussi vu des raisons d'espérer. Des hommes et des femmes engagés dans la lutte pour la préservation de la faune et de la flore. Si chaque ménage se mettait à faire ces boules d'argile, c'est des milliers d'arbres qui seraient préservés chaque semaine ou chaque mois. On a vraiment besoin que tout le monde utilise ces boules. Pas que nous. Il faut que l'on soit tous capables d'utiliser ces boules pour que les forêts arrêtent d'être abîmées. Une société civile qui a décidé d'agir. C'est du makala recyclé. On te dit, juste avec 20 morceaux de ce genre, tu peux faire cuire les aliments, un repas complet, et faire bouillir de l'eau pour le thermos. Voilà pour toi, maman. Oui. La forêt congolaise, c'est le poumon de la planète. C'est le premier poumon. Donc s'il n'est pas là, il n'y a pas la vie sur Terre. J'ai suivi la route du Makala au Congo, en première ligne, face à la déforestation.
Donc là, Elvis, on part pour combien d'heures de route? Donc ici, nous sommes à Minova, on va pour Calais centre et c'est 4 heures de route en moto. D'accord, sinon on n'y arriverait pas en voiture? En voiture, c'est compliqué et on aura à passer toute la journée sur la route. Ok, on y va. Mon voyage m'amène dans l'une des régions du Congo où la déforestation est la plus violente. La région du Kivu, située à l'est de la République démocratique du Congo, à la frontière du Rwanda. Nous avons atterri hier dans la capitale du Nord Kivu, Goma, et nous allons maintenant plein sud, vers la forêt équatoriale, à la rencontre d'un peuple dont le mode de vie est menacé. Un voyage de 5 heures pour rejoindre une région déshéritée et difficile d'accès. Nous longeons la frontière, marquée par l'immense lac Kivu. La piste se termine dans ce petit village d'agriculteurs. Cédric Muliri est à la tête d'une organisation humanitaire. Il va nous guider jusqu'au peuple ancestral de la forêt. Donc là, on part dans combien de temps là? Dans 2-3 minutes, on est déjà prêt. Ouais, pour aller voir les pygmées, les paés, c'est ça? Les PA. Les PA, pardon. Oui. C'est le nom des pygmées en fait. Oui, ils ne préfèrent plus être appelés comme ça, du coup on les appelle des Batois. D'accord, mais quoi qu'il arrive, ils vivent de la forêt et dans la forêt, c'est ça? Oui. Au Congo, depuis des décennies, les Batois sont chassés de leurs terres ancestrales. Ils vivent dans des contrées toujours plus reculées. La communauté que je rejoins a quitté la vallée. Elle s'est isolée à plus de 2500 mètres d'altitude, loin de la route et de la ville. C'est la maman du chef et sa femme. Jambo. Jambo, Jambo Sana. Merci beaucoup de nous accueillir. Comment on dit merci beaucoup de nous accueillir? Asante sana kutupokea. Asante sana kutupokea. Kutupokea. Ndio, ndio. 17 familles Batois vivent sur les pentes de la montagne. Avant toute chose, je dois convaincre les hommes du village de me montrer les secrets de leur forêt. C'est pour moi très intéressant parce que ça permet de comprendre. Merci à Asante Sana. C'est de la bière, c'est ça? C'est de la bière à base de banane. À la banane. Ok. J'y vais. C'est très très bon. Merci. Donc, j'aimerais pouvoir comprendre qu'est-ce que ça signifie de vivre de la forêt et que vous puissiez me raconter si vous constatez que la forêt se réduit, si vous constatez que ça a un impact sur la chasse, sur la cueillette, sur la pharmacie, ça c'est important. La perte de la forêt a occasionné la famine et la pauvreté, et beaucoup d'autres conséquences. Les animaux ont disparu, ou ils ont migré. Donc il y a moins à manger. Il n'y a plus rien à capturer.
Le mode de vie traditionnel repose entièrement sur la chasse et la cueillette. Quand la forêt disparaît, leur survie est en jeu. Maïcha a 28 ans, il est un peu le médecin du village. Moi aussi, j'ai constaté que la forêt est en train de disparaître. Je vais vous montrer dans la forêt comment on trouve les médicaments. En tout cas, je voulais vous remercier de nous accepter. Prenez votre bâton. Je te suis. Ok. Depuis toujours, pour se fournir en plantes médicinales, les Batois n'ont qu'à quitter leur village et rejoindre la forêt la plus proche. Il y a encore quelques années, Maïcha et les siens vivaient à quelques minutes des premiers arbres. Désormais, il faut marcher plus d'1 heure. La forêt ici, elle a été coupée. Il y avait beaucoup d'arbres. Qu'est-ce qu'on trouvait ici? Des gorilles, des singes. Oui, ici c'était une très grande forêt. Mais elle n'existe plus. Celle où je t'emmène, elle est très grande aussi, mais elle est plus loin, donc il faut marcher plus. La forêt du bassin du Congo est, après la forêt amazonienne, le 2e plus important poumon vert de la planète. Mais là où la jungle était omniprésente depuis des siècles, les collines sont maintenant à nu. Les arbres disparaissent, la forêt meurt. Après plus de 2 heures de marche, nous atteignons enfin ce qui reste de la forêt ancestrale des Batois. Maïcha sait précisément où trouver les plantes médicinales dont il a besoin. Ça, c'est un médicament pour les dents. C'est laquelle? C'est laquelle? Celle-ci. C'est un médicament pour les dents. C'est quoi ça? Donc tu fais comme ça, tu le découpes en morceaux et après tu le mets dans une casserole. Et après? Après, dans la casserole, tu ajoutes un peu de sel. Ensuite, tu mets au feu avec un peu d'eau. Et quand la tisane devient verte, vraiment verte comme cette écorce, tu mets un peu de tisane dans un gobelet et puis comme ça dans la bouche. Tu gardes la tisane chaude dans la bouche entre tes dents et ensuite tu craches. C'est-à-dire que si j'ai mal aux dents, j'aurai plus mal grâce à ça? Beaucoup moins mal. Tu le fais pendant 4 jours, matin et soir, et tu iras mieux. De la naissance à l'âge mûr, tous les problèmes de santé ont ici leurs médicaments naturels. Mais cette pharmacie à ciel ouvert, Maïcha en a désormais la certitude. Elle est en péril. Ça, c'est un médicament contre les maux de tête. C'est comme de l'aspirine? Oui. Il suffit de piler l'écorce dans un mortier. Ensuite, tu presses le jus et directement dans les narines, devant le soleil. Après, tu te couches dans sa direction. Tu vas éternuer, comme ça. Et après, ton mal de tête diminue. Mais alors, là, dans la forêt, dans cette forêt-ci, il en reste combien des arbres comme ça avec la déforestation? Dans cette forêt, il n'en reste qu'un seul. Celui-là. C'est le dernier. Ils sont en train de disparaître à cause des coupeurs d'arbres. Nous qui vivons dans la forêt, nous nous sentons mal à cause de la coupe des arbres. En plus, on n'a pas le pouvoir de s'opposer aux coupeurs. Et comment vous allez faire quand il n'y aura plus l'arbre?
On ira où il y a des arbres. Parce qu'on ne peut pas vivre là où il n'y a pas de médicaments, n'est-ce pas? Le constat est dramatique. 1 250 000 hectares de forêt disparaissent chaque année sur l'ensemble du Congo. Autour de nous, ces panaches blancs qui s'élèvent, ce sont autant de signes de la déforestation. Des milliers d'arbres sont coupés et livrés aux flammes. Dans certaines régions, la coupe a pris des proportions industrielles. Mais approcher ceux qui organisent ce trafic n'est pas sans risque. Tôt ce matin, nous avons quitté le village pour rejoindre Bukavu. Et de là, nous traversons le lac Kivu pour allier au nord de Goma une vaste zone protégée. Au loin, la silhouette du Nyiragongo, l'un des volcans les plus actifs d'Afrique. Nous sommes dans une zone protégée, l'une des plus riches réserves de biodiversité du continent. Pourtant, la déforestation a pris dans cette région des proportions alarmantes. On va là où il y a la fumée, c'est ça? Oui, c'est... Ici, il y a quelques jours, s'élevait une forêt majestueuse. Aujourd'hui, il ne subsiste que quelques souches. Le caïd de la bande, Justin, a accepté de nous parler. Sous sa surveillance, près de 130 coupeurs de bois. Justin, avant c'était une forêt ici? Cet endroit-là, cette forêt, on l'a détruite volontairement? Effectivement, ce sont des arbres qu'on a coupés, mais ce n'étaient pas des gros arbres. C'était des arbres moyens. Cet endroit, il n'était pas exploité. Il n'y avait pas du tout d'agriculture. Parce que pour le visiteur qui vient, ça fait bizarre de tout cet espace, de marcher sur un espace où il n'y a plus de vie en fait. Effectivement, comme vous le voyez, c'est vide. Il n'y a plus rien. Les arbres sont abattus, débités en bûches, entassés en monticules, puis recouverts de terre pour former ces énormes fours. Est-ce que ce four là-bas, vous l'avez déjà fermé? Il est toujours ouvert? Bon, je vais voir l'autre là-bas et puis je reviens. Rien qu'aujourd'hui, l'équipe de Justin s'active sur une dizaine de fours. Waouh! Là, ça brûle. Là, nous sommes juste au début. On vient d'introduire le feu. Ça, c'est la porte. Et ça représente combien d'arbres? C'est beaucoup. Vraiment, c'est beaucoup. Mais genre combien? Nous avons notre façon de faire le four. Ici, avec 5 arbres par exemple, je peux avoir 20 sacs de braise. Dans ces fours, les arbres se consument durant 5 jours. Objectif, produire du charbon de bois. Un charbon qui rapportera beaucoup d'argent. Un four duquel sort beaucoup de fumée, c'est un four qui n'est pas bon. Ça indique que le bois brûle trop rapidement. Ce n'est pas bon pour l'étape de carbonisation. Parce que sinon, le charbon est trop léger? Si le four est mal installé, vous obtenez des petits morceaux de charbon. Souvent, c'est du charbon très léger. Ouais, donc ça se vend moins cher. Oui. Le charbon de bois ici, on l'appelle le makala.
Un bon four peut produire 10 sacs de 50 kg, soit 500 kg de makala. Valeur marchande, 2 000 €. Une somme énorme ici. Alors pour les trafiquants comme Justin, cela justifie largement de prendre certains risques. Parce qu'effectivement, c'est dangereux comme travail. Vous pouvez être en prison parce que c'est illégal. Oui, c'est dangereux. S'il n'y a plus d'arbres, alors souvent, on va dans le parc. Si on t'attrape, on t'emprisonne. Si les rangers te chopent, ils t'emprisonnent. C'est illégal comme travail. Mais alors, en moyenne, par mois, ça vous permet, vous, d'avoir un revenu qui tourne autour de quelle somme? J'ai des travailleurs. Tu vois comment ils travaillent? En moyenne, si je peux estimer par mois, je ne gagne pas moins de 500 $. 500 $, c'est près de 10 fois le salaire moyen au Congo. Justin et sa bande tiennent la zone. Pour eux, le trafic de makala est extrêmement rentable. Pour pouvoir travailler sur cette parcelle, cette famille devra donner à Justin la moitié de son charbon. Des chefs de bande comme lui ont fait du makala leur fonds de commerce. Rien qu'au Nord Kivu, la contrebande du makala est estimée à 35 millions d'euros par an. Sortis illégalement des forêts du Nord Kivu, 30 à 60 tonnes de charbon transitent chaque jour par cette route. L'autoroute du makala. Un balai incessant. Des milliers d'arbres carbonisés défilent devant moi. Ils ont tous la même destination. Le principal lieu de consommation du charbon dans la région. Goma et ses près de 2 millions d'habitants. La ville a doublé de taille en à peine plus de 10 ans. Mais les infrastructures n'ont pas suivi. Ici, l'électricité est rare. La seule façon de cuire sa nourriture, c'est le makala. Sur les marchés, il est partout. Makala? Makala, good makala? Makuta, combien? Makuta, 5 000 francs. 5 000 francs. 5 000 francs congolais, soit 2,50 € pour une bassine de makala. La quasi-totalité du charbon de bois vendu à Goma serait produit illégalement. Mais il n'y a aucun contrôle. Des livreurs apportent même les sacs de 30 kilos à domicile sur ces trottinettes en bois. Cette famille congolaise se fait livrer environ toutes les 3 semaines. C'est hyper lourd. C'est hyper lourd, vraiment. Nathalie, où est-ce que le makala va être brûlé? Ici, c'est le four. Ah, ça, c'est le four, ça. Oui, ça, c'est le four. Et on va faire tout le repas sur ce four-là? Oui. D'accord. Ok. En ce dimanche midi, toute la famille de Nathalie est réunie. Et comme dans 95% des cuisines congolaises, le déjeuner se cuisine au charbon de bois. Il n'y a pas d'alternative au makala aujourd'hui pour faire de la cuisine et pour chauffer les aliments.
et les cuire. Il y a des solutions. Il y a les réchauds à gaz. Il y en a, mais nous, on ne préfère pas utiliser ça. Pourquoi? Parce qu'on a des enfants qui jouent beaucoup, tu vois tout ça. Parce que les enfants peuvent venir même jouer avec ça, puis ça explose. C'est un peu ça. Est-ce que vous avez ou on a conscience du fait que, à cause de l'utilisation massive du Makala, il y a moins d'arbres dans la forêt ou pas? Vous saviez ça? Oui, nous savons ça. C'est pas un problème? Bon, c'est pas un problème totalement, parce que on coupe un arbre et l'autre se pousse. Vous voulez dire qu'on en replante? Oui, on en replante ça. Et le Makala, on continue de l'acheter? Oui, on continue de l'acheter. On ne voit pas des inconvénients dans ça parce qu'on est habitué à l'utiliser. D'accord. Oui, oui. Tu vois que ça chauffe trop vite. Ça chauffe très vite. Hein. Oui, oui. C'est tout le paradoxe du Makala. La population sait qu'elle détruit la forêt à petit feu, mais elle n'a pas d'alternative pour se nourrir. Dans un pays où moins d'une famille sur 10 seulement est raccordée à l'électricité, le charbon de bois est la seule source d'énergie disponible. François, le père de famille, est cadre dans le bâtiment. Son épouse Francine est agent de change. Ils ne sont pas riches, mais gagnent correctement leur vie. Aujourd'hui, toute la famille est réunie. Vous avez combien d'enfants là, ici? Ici, nous sommes à 15. Les enfants sont à 13, plus les deux, entre moi et madame, c'est 15. D'accord, donc vous faites un repas pour 15 personnes. D'accord, et ils sont tous là et tout le monde va s'asseoir. Ah oui, donc à chaque repas... On partage comme ça ensemble. C'est une grande table de famille. Oui, oui. Dans nos assiettes, pour ce repas dominical, de la viande de chèvre, du lingua lingua, un légume de la forêt, du foufou, une pâte à base de maïs et des poissons frits pêchés dans le lac Kivu. Bon appétit à tout le monde. Merci. Et dites-moi, sans le Makala, ce serait possible de faire des repas comme ça? Non, 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 non. Qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce qui se passerait? Donc on risque même de dormir faim. Mais vous pourriez faire le gaz. Bon, les gaz, d'une part, les gaz, ça coûte beaucoup plus que les Makala. Ah bon? On n'est pas habitué à ça et on a peur à cause des enfants. On est toujours au Makala. Des grandes familles comme celle de François et Francine, c'est la norme au Congo, où chaque foyer compte en moyenne 7 enfants. La démographie est galopante. D'ici 30 ans, le pays devrait passer de 90 millions d'habitants à près de 200 millions. Et toutes ces familles cuisinent au Makala. Le trafic de charbon de bois prend une telle ampleur que désormais il alimente l'économie parallèle et contribue même à financer la guerre civile. Il suffit de sortir de Goma pour s'en rendre compte. Je fais route vers le nord pour rejoindre le gigantesque parc national des Virunga, l'une des plus grandes réserves naturelles d'Afrique, mais aussi l'une des zones les plus dangereuses, notamment à cause du trafic des ressources naturelles et du Makala. Mon convoi est escorté, mais ce ne sont pas des soldats, ce sont les gardes du parc. Dans le nord du pays, ces hommes qui protègent la faune et la flore sont confrontés à des coupeurs de bois, organisés et parfois armés. Le convoi s'arrête dans un lieu hautement sécurisé. C'est l'une des bases du parc. Tac. Hop là. J'ai rendez-vous avec un homme qui se bat au quotidien pour sauver ce qui reste de la forêt ancestrale du Nord Kivu. C'est lui là? Oui. Le directeur du parc se déplace le plus souvent en avion.
C'est indispensable pour gérer un parc de plus de 8000 km², quasiment la superficie de la Corse. Bonjour, enchanté. Guy, je suis ravi de vous rencontrer. Ouais, moi aussi. Bon, ça va, bien arrivé. Super. Ouais. Et vous? Ça va, oui, un peu de pluie, mais c'est la période de l'année. Oui, c'est ça. Ouais, on est un peu sous les foudres de la tempête. Ouais. Et donc c'est avec celui-ci qu'on va repartir? Oui, on part avec celui-là. Emmanuel de Mérode est belge. Le gouvernement congolais l'a nommé conservateur du parc des Virunga en 2008. Il m'emmène encore plus au nord, près du lac Édouard, tout près de la frontière avec l'Ouganda. Dans cette région en proie à la guerre civile, l'avion est aussi le moyen d'éviter les embuscades fréquentes au sol. Quoi qu'il arrive, c'est votre mode de transport quotidien en fait, l'avion. Ça l'est devenu, oui, malheureusement. La sécurité sur les routes est devenue de plus en plus difficile ces derniers temps. Situation d'insécurité, on a une situation de conflit armé ici. Là où on est dans le Rutshuru, la route qu'on voit ici à droite est en fait la deuxième route du Congo en termes de passage. Et donc c'est un axe économique qui est extrêmement important. Mais il y a également énormément d'attaques. Donc les collines que vous voyez là-bas sont occupées par les M23. Des groupes armés rebelles, M23. Qui sont dans les collines de ce côté-là. Et il y a des milices armées FTLR qui sont dans les collines là-bas. D'accord. On est un peu coincé entre les deux. Et ils veulent quoi ces gens? Donc ils sont impliqués dans le trafic du Makala. C'est un trafic qui fournit surtout la ville de Goma et qui provient des forêts du parc. Donc ça représente beaucoup de recettes pour eux depuis très longtemps. Le trafic dans son ensemble est estimé à plus de 40 millions de dollars par an en chiffre d'affaires. Donc c'est un énorme problème. Le problème du Makala n'est pas que un problème environnemental ni un problème social, c'est également un problème de sécurité nationale, un problème sécuritaire. Vu du ciel, les conséquences du trafic sautent aux yeux. Une bonne part des forêts naturelles a été détruite à cause du Makala. Et désormais, c'est le parc lui-même qui est menacé. Donc on observe une déforestation massive. Après 30 minutes de vol, nous atterrissons au cœur du parc. Ici, les gardes du parc doivent s'opposer chaque jour aux trafiquants de Makala pour protéger la forêt, mais aussi pour protéger les animaux dont c'est l'habitat naturel. Demain, je pars en patrouille avec eux. Le soleil vient de se lever et Emmanuel de Mérode m'a promis un spectacle captivant. C'est fou, on entend des sons qu'on n'entend pas ailleurs. Oui, c'est une superbe forêt. Il tient à me montrer une des réussites du parc, une raison d'espérer. Elle se trouve quelque part sur la rivière Rutshuru, qui marque la frontière entre le Congo et l'Ouganda. Waouh! Il y en a un là. Ouais.
C'est un hippopotame? Ouais. Incroyable. Incroyable. C'est des belles bêtes, ouais. Il y en a plusieurs. C'est dingue. C'est sublime. Et ça, quand vous êtes arrivé à la tête de parc, il n'y avait pas tous ces animaux? Il y avait des hippos, mais beaucoup moins. Il y en avait beaucoup moins d'hippopotames? Oui, pendant 20 ans, c'était un abattage massif de la grande faune dans cette zone. Et pourquoi ils sont revenus d'après vous? Qu'est-ce qui fait qu'ils sont revenus? C'est le fait qu'ils ne sont pas abattus à le braconnier. À l'ouest, c'était des zones contrôlées par les milices Maï-Maï. Les groupes armés? Les groupes armés, oui. Et un hippo a une valeur de 300-400 $ sur le marché. Donc c'était des bains de sang dans l'eau. Ils abattaient tout. Et ça se retrouvait en viande boucanée sur le marché. Puis maintenant, depuis 10 ans, c'est protégé. Donc ça se rétablit. Et il y a un effort énorme de sécurisation de la zone. Et ce qui vaut pour les hippopotames vaut pour les arbres et la lutte contre le trafic de charbon de bois? C'est ça, il y a tout un ensemble. Donc les forêts du parc représentent l'espoir d'une relance du secteur touristique en RDC, au Congo. Depuis que les rangers du parc protègent la forêt, les hippopotames sont revenus. Et aussi les éléphants, les antilopes, les buffles. Mais cette vie sauvage reste fragile. Le parc est divisé en 4 secteurs. Désiré Sekibibi est le commandant du secteur centre. Bonjour monsieur. Bonjour. Guy Lagache. Les gardes du parc sont un peu moins de 800. Chaque jour, une section part en patrouille. Leur enjeu, débusquer les trafiquants de bois. Ce secteur est l'une des zones qui connaît le plus d'attaques. En 25 ans de lutte pour préserver la faune et la flore du parc, près de 230 gardes sont morts lors d'accrochages avec les trafiquants et les rebelles. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que c'est mieux de passer par là? Oui. Pourquoi? Parce qu'on est en train de chercher le site de four. Le site de four de Makala? De Makala, oui. Illégal? Oui. Ok, on avance. Pour échapper aux patrouilles, les trafiquants n'hésitent pas à s'enfoncer au plus profond de la forêt. Qu'est-ce qui se passe, Désiré? Il y a une personne qui nous a entendu la fuite. Il y a une personne qui a pris la fuite? Les braconniers, le carbonisateur. Les coupeurs de bois ont fui alors même qu'ils allaient allumer un énorme four. C'est un four de Makala, ça? Oui, ça c'est un four à Makala. Donc là, il est en train de travailler, là? Je ne vois pas la fumée, je ne sais pas s'il y a encore du feu ou pas, mais c'est déjà en préparation. On va enlever la terre et la détruire. Ouvrez pour voir s'il y a du feu. Allez, détruisez-moi ça. Alors on va brûler ça, on va y mettre du feu.
pour qu'ils ne puissent pas revenir faire les makala. D'accord. Et maintenant, quand on fait ceci, c'est les décourager parce qu'ils vont perdre. Les Rangers se battent seuls contre tous. On est combattu un peu partout là. On est combattu un peu partout. On est combattu par la population qui envahit. On est combattu par les groupes armés qui sont à l'intérieur, qui favorisent la coupe de bois. Il y a aussi les politiciens. Ça enrichit beaucoup de monde. Alors nous, on lutte contre toutes ces activités illégales. Mais on a l'impression qu'ils ne se découragent jamais. Sur les routes, on voit des sacs de makala, que le makala ne cesse de se développer. Oh oui. Mais est-ce que ça ne va pas continuer malgré vos patrouilles, malgré toutes les patrouilles? On a l'impression qu'on n'arrive pas à bout du truc. Mais quand même, on essaie de décourager ça. Parce que si on ne faisait rien, toute cette forêt serait déjà détruite. Ouais. D'accord. Le bilan de ces 5 heures de patrouille peut sembler dérisoire. Désiré n'a qu'une centaine d'hommes pour surveiller son secteur alors qu'il lui en faudrait le double. Pour mettre fin au trafic de makala, il faut une alternative. Il en existe une. Ce sont les centrales hydroélectriques. Le parc des Virunga en a bâti 4. Une 5e est en construction, une énergie propre et renouvelable. Mais voilà, seuls 10% de la population congolaise a accès à l'électricité. Alors pour remplacer le makala, de simples citoyens congolais se mobilisent. Je retrouve Cédric Muliri, notre guide. Pour protéger la forêt, il a peut-être trouvé une solution. L'argile, la matière première des potiers. Modelée en boule et séchée, l'argile a des propriétés calorifiques très élevées. Et ça, vous pensez que ça peut changer complètement le destin de la forêt? Oui, c'est la solution d'avenir pour nos forêts. Si chaque ménage se mettait à faire ces boules d'argile, c'est des milliers d'arbres qui seraient préservés chaque semaine ou chaque mois. Parce qu'à chaque fois que vous l'utilisez, elle chauffe, vous faites la cuisson, à la fin vous la retirez du brasero, demain vous la remettez, alors que les braises ou les makalas, ça ne s'utilise qu'une seule fois. D'accord. Ça s'épuise, ça disparaît. L'utilisation est beaucoup plus longue. Oui. D'accord. Les sols du Kivu sont très riches en argile. Cédric Muliri s'est donné pour mission de convertir les populations rurales à cette nouvelle source d'énergie. Il a créé l'association Artemis pour former les communautés Batwa. Les hommes fabriquent des fours en tôle recyclée. Les femmes, elles, façonnent la terre. Les populations des villages environnants ont déjà appris à fabriquer les boules d'argile et à s'en servir. Donc c'est en la malaxant, comme ça. Il faut la rendre encore plus molle. Et ça suffit pas là? C'est dur là. Non, non, là on n'a pas commencé la boule. Là il faut d'abord malaxer. Mais ça prend du temps en fait. Oui, il faut que tout soit, que ça soit un peu dur dans ta main, un peu collante. Et madame, ça va là? Ça? Oui. Là, ça va? D'ici 1 an, Cédric espère salarier une équipe d'une centaine de personnes et produire suffisamment de boules pour que la ville voisine de Bukavu et ses 1 million d'habitants puissent réduire sa consommation de makala. Ça peut sembler très ambitieux, mais ça fonctionne déjà très bien.
Plusieurs restaurants du centre-ville de Bukavu ont déjà adopté les boules d'argile en complément du charbon de bois traditionnel. La propriétaire du restaurant est gagnante car les boules d'argile lui font faire des économies. Elle a calculé que pour son établissement, l'argile est 5 fois moins chère tout en étant plus efficace. Nous contribuons à soutenir cette économie écologique. Parce que ça soutient la fabrication des boules d'argile pour la protection de l'environnement. C'est pour ça que nous sommes clients de ce substitut du makala. Une dizaine de restaurateurs et 400 familles ont entamé cette transition énergétique. Ils ont ainsi réduit jusqu'à 70% de leur consommation de charbon de bois. Des débuts prometteurs, et certains sont encore plus ambitieux. Sur le marché de Bukavu, on vend des légumes de toute la région. Des légumes qui, pendant le transport, ont été protégés dans de la paille. Ces ouvriers en gilet jaune la récupèrent par sac entier. Bon là, oui. Ça c'est quoi ça? Là c'est la paille pour couvrir la tomate que nous on prend pour encore valoriser en charbon. D'accord, en fait c'est des déchets qui vont servir à rien si vous ne les prenez pas, quoi. Oui, ça va servir à rien si on ne pas. Cette paille destinée à la poubelle, l'équipe de Murula Zigabe la récupère avec l'autorisation de la municipalité, car il lui a trouvé une vraie utilité. L'équipe repart avec 200 kg de paille et de matière végétale. Murula en est convaincu. Ces déchets sont la solution à la déforestation. Murula Zigabe a 30 ans. Il a fait ses études de philosophie à l'université de Bukavu. Mais en 2018, il a créé cet atelier de fabrication de briquettes inflammables. La méthode qu'il a mise au point ressemble beaucoup à celle qu'utilisent les trafiquants de makala. Mais ici, les fours ne sont pas en terre, ce sont des fumes métalliques recyclées. Il suffit de 50 minutes pour que la paille et les déchets végétaux se transforment en combustible. Donc ça, c'est du charbon. Donc, à base de déchets, non pas à base de bois. Non. Juste comment on fait pour s'en servir après? Enfin, oui. Ça, je peux non, pour faire chauffer mes aliments? Pas encore. Maintenant, nous allons le broyer et puis le compacter. On va broyer, on va obtenir une poudre qu'on va mélanger avec du liant pour obtenir une pâte. Qui refasse un charbon dur, ouais. Comme si c'était un charbon de bois. Comme si c'était un charbon de bois. D'accord. Ouais. À la fin du processus, on obtient un bloc de charbon reconstitué qui a tout du makala traditionnel. Même couleur, même efficacité, mais sans abattre aucun arbre. Ça c'est déjà une alternative. Ça remplace le charbon de bois. Et là, plus besoin d'aller déforester. Parce que la forêt congolaise, c'est le poumon de la planète. C'est le premier poumon. Donc s'il n'est pas là, il n'y a pas la vie sur Terre. Il n'y a que l'Amazonie au Brésil et le bassin du Congo qui séquestrent le carbone et produisent de l'oxygène. Et donc en la déforestant, en fait, ça menace la vie ici, mais ça menace aussi la vie chez nous en France, en Europe et ailleurs. Partout, partout. Même pour vous en Europe, parce qu'en Europe, vous produisez trop de carbone, trop de CO2 que la forêt absorbe
et nous donne de l'oxygène que nous avons tous besoin en Afrique comme en Europe pour vivre. Mais cette forêt, elle n'est pas respectée. Et là, nous sommes sacrifiés. Tous autant que nous sommes. Oui. Enfin, d'un bout à l'autre de la planète, pardon. Exactement. Mouroula produit entre 20 et 40 tonnes de briquettes par mois. Et chaque jour, sa camionnette sillonne les rues de Bukavu pour faire connaître les atouts du charbon recyclé. Le sac d'1 kilo, c'est 1000 francs congolais. Le sac de 20 kilos à 15 000 francs congolais. Comme ça, maman, tu utilises ce produit moderne, original et de qualité. Le prix de vente est 2 fois moins élevé que celui du makala traditionnel. C'est du makala recyclé, qui demande juste une petite quantité sur le foyer. Tu le brises en petits morceaux, ensuite tu le mets sur le brasero. Pas une grosse quantité. On te dit, juste avec 20 morceaux de ce genre, tu peux faire cuire les aliments, un repas complet, et faire bouillir de l'eau pour le thermos. Une petite quantité, prenez quelques morceaux, mettez-les sur votre brasero bien aéré. Voilà pour toi, maman. Le discours semble convaincre. Les ventes s'enchaînent. De nombreuses mères de famille repartent avec leurs sacs de makala écologiques. Les quantités vendues restent dérisoires face aux milliers de tonnes de charbon de bois pour lesquelles on décime la forêt tropicale. Mais les initiatives de ces jeunes entrepreneurs gagnent du terrain. À leur image, une partie de la société congolaise se mobilise pour la forêt. Mais le Congo est un pays immense et pauvre. Ses ressources minières ou pétrolières excitent les convoitises. Et la préservation de la forêt est loin d'être toujours la priorité. Pour sauver ce poumon vert, vital pour notre planète, il est donc indispensable que l'opinion publique se mobilise.